ouais, du coup, tu en as un petit peu parlé, mais c'est quoi enfin, qu'est-ce qui définit le prix? Ça va être Ah ouais. principalement Alors, les, euh, les fournisseurs de liquidités qui vont pousser les prix là où ils ont le plus à gagner. euh, Euh, je sais pas trop comment le dire pour essayer de ouais, démocratiser ça. c'est vrai, j'étais Euh, parti sur ça et j'ai pas fini. Mais ouais, alors en il y a fait, donc les gros exchanges, Binance, FTX et tout, hmm, eux, ils gagnent de l'argent principalement quand ils vont liquider des positions, enfin quand ils vont aller chercher de la liquidité, et ils vont aller chercher de la liquidité là où il y a le plus de personnes qui pensent où ça va aller. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire des longues, donc des paris à la hausse avec du levier. Du coup, il va y avoir énormément de liquidité en haut. Ouais, si je dis pas de conneries. hmm, Et du coup, ils vont pousser le prix en bas pour pour forcer à liquider, liquider les positions. exact. Est-ce que tu peux donner des détails sur comment ils poussent le prix en bas? Hmm, Ça, exact. les ordres, euh, les volumes, les liquidités qu'il y a sur l'exchange, bah, ils vont pousser le prix à la baisse pour pouvoir liquider un max de monde et récupérer des profits. Et du coup, c'est un peu le même principe avec des fonds d'investissement, etc., qui vont essayer de manipuler les marchés pour essayer de gagner le plus et donc faire des trucs en trading vraiment pour aller à l'encontre de la masse, à l'encontre des retails de Monsieur Tout le Monde qui se casse la gueule en fait. Exact. Là, on a un bon exemple d'une accumulation de positions ici, de stop loss. Ça, c'était le Bitcoin en 2017. Bon, il y a aussi l'exemple il n'y a pas longtemps. Mais on voit bien que, bon, voilà, on a marqué ce qui allait être le bottom pour un petit moment. Et on voit que à chaque fois qu'on casse des bases, et ça, il y a un YouTuber en anglais qui parle bien de ça, enfin, c'est un trader professionnel qui parle de ça, c'est Quick Fingers Luke. Et en fait, il parle de toutes les bases qui sont cassées sur un asset qui est beaucoup acheté et vendu, qui est très volatile, sont très intéressantes à acheter. Donc les bases qui se cassent, c'est juste que beaucoup de gens ont potentiellement défendu ce prix-là et celui-là aussi. Et une fois que cette base est cassée, ça met beaucoup de gens la tête sous l'eau, c'est-à-dire en négatif. Et le truc, c'est que quand elle est cassée, cette base, du coup, ça vient péter plein de stops, donc potentiellement, ça fait baisser le prix plus que de raison, parce que ça vient liquider des gens qui sont obligés de solder leur position à l'encontre de ce qu'ils voulaient faire. Et du coup, toutes les bases qui sont cassées, ça vient créer une grosse opportunité d'achat pour ceux qui veulent rentrer massivement dans le marché. Ils ne peuvent pas acheter en même temps que tout le monde. Et c'était le cas là, on voit on a rebondi plus ou moins sur cette ligne de prix pendant un long moment. Et tout le monde s'est dit, bah, c'est bon, c'est le bottom, ça peut pas aller plus bas, je vais mettre mon stop ici. Et j'ai un potentiel de perte très infime, quoi. Et en fait, c'était un piège pour pouvoir récupérer toute la liquidité de tous les gars qui avaient mis tous les stops ici, quoi. Et on voit qu'après ça, vraiment le mouvement de capitulation, c'est potentiellement, voilà, il n'y avait plus rien il y avait plus d'acheteurs à sortir. Tout le monde est passé bearish parce que oh putain c'était incroyable qu'on casse cette base par exemple. Et du coup bah, ça fait que ça retourne le sentiment des gens qui se sont déjà fait massacrer. Et en plus de ça, ça pousse le prix tellement bas que potentiellement il n'y a que les gros investisseurs qui ont envie d'investir ici, quoi. Et c'est un peu comme ça que ça marche. C'est de la psychologie inversée. Alors des fois ça va fonctionner, les supports et les résistances. Souvent ça fonctionne. Mais le jour où ça casse, c'est pour ça qu'on a des mouvements bien plus violents que d'habitude. Parce que justement on vient récupérer la liquidité de tout le monde. Et pour parler du prix, moi je trouve qu'il n'y a pas de prix idéal pour quelque chose. En fait, en bourse, il y a ceux qui font l'analyse technique, donc qui se basent que aux indicateurs et à l'action du prix. Donc tout le monde dit que si tu es vraiment un super bon trader, ben, du coup tu n'as pas besoin d'indicateurs et tu te bases que à l'action du prix, au pattern et tout ça. Mais je trouve que ça fait gagner un temps fou quoi, de regarder l'indicateur. Si ça tourne bullish, bon, on va s'attarder sur le marché. Là, c'est très bien si on est trader court terme, on détecte une pattern, une épaule tête-épaule, un flag, ce qu'on veut, mais c'est pas aussi efficace que d'avoir un indicateur qui nous dit directement ce qui se passe. Et pour en revenir au prix, pardon, je pars dans tous les sens.
Mais la Euh, charte du... hein? Attends. Mais la charte du Bitcoin, Ouais. Bah, c'est la comment on charge de fait? Bitcoin, ça. Euh, pour en revenir Mais au non. prix, ce que je voulais Ouais. dire, c'est que, et pour en revenir à la supply aussi, je voulais donner l'exemple du Dogecoin, c'est que peu importe le prix, peu importe le prix, s'il y en a qui veulent le défendre, peu importe la supply aussi, s'il y en a qui veulent le défendre, ils le feront. Et on voit que le Dogecoin, c'est pas un coin connu pour sa supply limitée, comme le Bitcoin, mais pourtant il a pumpé à mort, quoi. Et on aurait pu faire une performance bien plus importante que le Bitcoin, alors que le Bitcoin était fondamentalement mieux. Et du coup, ça fait que si, pour expliquer le concept de l'offre et la demande, si il y a des gros qui aspirent toute l'offre ici, il y aura plus personne qui pourra contrôler le prix plus tard parce qu'il sera en possession de tous les tokens. Et ça, faut bien le comprendre, faut bien l'assimiler que s'il y a un bottom qui est défendu par des gros, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de monde qui pourra faire baisser le prix plus que ça parce qu'eux, ils ont acheté là, ils veulent pas être la tête sous l'eau, par exemple. Donc, ils ont acheté ici et ok, c'est descendu un peu plus bas ici, mais normalement, un bottom, c'est vraiment défendu au centime près, quoi. Et ici, c'est peut-être une chasse de liquidité juste avant de partir, et c'est souvent comme ça sur les cryptos. C'est pour ça que c'est dur à trader sur des gros mouvements, parce qu'il y a toujours une chasse de liquidité avant de repartir vers le nord pour vraiment chasser tout le monde et faire passer tout le monde bullish ou potentiellement chasser tous les stops. Donc ça arrive souvent sur les marchés crypto. Mais ce que je voulais dire, c'est que s'il y a un bottom qui est défendu par des gens qui détiennent toute la supply, après on fait ce qu'on veut du prix. Après on distribue petit par petit. Et un prix, ce que je te disais la dernière fois, c'est que c'est défendu par ceux qui veulent ne pas voir le prix baisser, donc du coup ils vont le vendre plus cher. Tu vois. Donc du coup ça fait monter le prix. Et si on voit monter le prix, il y a des indicateurs qui déclenchent des achats et ça fait encore plus monter le prix, par exemple. Et donc du coup, ça fait que même si on a beaucoup de supply sur quelque chose, sur un coin, euh, si on détient toute la supply, on s'en fout de s'il y en a beaucoup ou pas. Finalement, c'est l'offre et la demande. C'est si personne n'en veut ton coin et que tu détiens toute la supply, ça va être difficile de le faire pumper. Donc c'est tout un art de faire pumper un coin, je pense. C'est pour ça qu'Elon Musk il est trop fort parce qu'il a beaucoup de, euh, les gens le suivent beaucoup sur les réseaux sociaux et lui font beaucoup confiance ou j'en sais rien. Et ça fait que ça attire beaucoup d'attention sur ce qu'il dit et ce qu'il fait. Donc du coup, je dirais que ouais, la supply, ça a un intérêt sur le fondamental, sur le long terme et tout, mais c'est pas pour ça qu'on va faire des grosses performances. On peut très bien en faire sur un truc qui a aucun fondamental et qui est défendu par des gros poissons, quoi. Et là, on voit que c'est défendu à mort. C'est pas des particuliers qui défendent un prix comme ça. Enfin, je sais pas, mais tu vois, c'est quelqu'un qui arrive à manipuler le marché de façon à aspirer toute l'offre et de répartir petit par petit de façon à faire pumper correctement et de pas tout balancer d'un coup parce qu'après ça peut faire cracher ton projet alors que tu voulais qu'il pump et du coup tu as trop vendu trop d'un coup trop tôt et ça fait que il n'y a pas assez de demande pour ton projet et donc du coup tu fais cracher ton truc. Enfin, je pense que c'est tout un art d'arriver à faire pumper. On dit qu'il manipule tout et que c'est tout à la con, c'est vrai. Mais c'est quand même pas facile. Il faut que le projet soit assez costaud ou alors il faut avoir, comme Elon Musk, des millions de gens qui te suivent. Et voilà. Enfin, c'est ma vision des choses. Mais on voit que les indicateurs, encore une fois, là c'était vert jusqu'ici et là le truc il t'a fait vendre presque au top, quoi. Et là, à Ouais. partir de là, c'est passé rouge. Et quand on passe sous le nuage, pas besoin de passer super boule d'un coup. Même si tu t'es trompé, ok, tu pensais que c'était super bearish ici, après tu auras le temps de re-rentrer. Si vraiment tu veux re-rentrer, tu vois, l'indicateur il a dit retournement haussier potentiel ici. Là, ça hésite. Si vraiment tu voulais rentrer, tu vois, tu avais une autre opportunité ici. Il fallait pas FOMO ici, on était sous la moyenne mobile de 100. Ici aussi, on l'a tapé, on n'a pas arrivé à la passer. Et là, on voit bien la mèche qui a chassé tout le monde. Euh, Tu vois. les nuages, ils correspondent à quel indicateur classique? Non, alors là, sur le nuage, c'est simple. La moyenne mobile 200, elle est en gros ici comme ça. Et ça, c'est la Ouais. moyenne mobile exponentielle 13 qui Ok. va faire office de support en tendance En haussière gros, si et on compare, résistance en tendance baissière. si on veut le prix,
si on parle du prix, en gros, si ça passe en dessous, potentiellement, ça peut mettre du temps à retourner bullish. Ouais, Donc, il n'y a rien qui presse forcément. Tu peux retourner du coup sur Bitcoin ouais, parce ouais, que comme ça, on peut avoir un attribut global. ouais. Donc voilà, là, Alors, le prix de Bitcoin, il est sous le nuage. ouais. Vas-y, je te laisse. Là, ceux qui reconnaissent pas la chart, c'est juste que je l'ai mis en logarithmique parce que sur le long terme, on arrive mieux à voir. Il a tellement pumpé à mort que si on regarde en long terme, ici, on verra pas les variations de prix. Et du coup, en logarithmique, logarithmique, on les voit mieux. Donc, on voit que là, le mouvement a été fort d'ici au top là. C'est très dur de choper le top, hein, même avec tous les indicateurs du monde. Là, voilà, ça donne des TP à chaque fois qu'il y a une bonne localisation pour prendre des profits. C'est comme ça que je le vois. Mais voilà, en gros, ça fait ça quand on connaît tous cette charte. Ça donne ça avec l'indicateur. Ça pouvait nous prévenir que potentiellement ici, fallait faire gaffe. Et quand on a une accumulation de couleurs orange et rouge, potentiellement ça sent pas bon pour le futur. Et même si on s'est trompé et que ouais, c'était orange et on pense que voilà, ça c'était le top, on peut toujours rentrer plus tard quoi. Voilà, ça repart vert. On pourra repartir vers ici et même si on a vendu vers ici, c'est pas grave, on n'a pas. Enfin, il y a toujours une opportunité sur le marché. Faut pas FOMO. Et c'est vrai que c'est dur de pas FOMO parce que tout ça, c'est long à dérouler, c'est des jours quoi. Et on a toujours peur de perdre le mouvement, d'être trop tard, trop tôt. Enfin, ça fait peur quand on est trop tôt. Et ça fait peur quand on est trop tard parce qu'on se dit que potentiellement ça va se retourner. Donc c'est pour ça que je trouve que l'utilité d'utiliser des indicateurs, pas obligé celui-là, hein, il y en a plein d'autres si vous êtes à l'aise avec d'autres. Mais on voit bien que voilà, quand un nuage passe rouge et que le prix a tendance à rester sous le nuage, comme ça, et que ça fasse résistance à chaque fois, et que le jour où on arrive à rester dessus, on repasse bullish, je veux dire, c'est pas. euh, on n'aura pas raté énormément à pas prendre le point bas. On repassera bullish au moment où on aura des indications qui nous donneront raison quoi. C'est comme ça que je le vois. Je sais pas, je pense que je pars dans tous les sens. Je suis désolé, Ouais, je dis un peu. on fait avec. Ouais, désolé. Du coup, on n'aura pas de prix pour le BTC, malheureusement. Pardon? On n'aura pas de prix pour le Ah oui, BTC. c'est vrai. Putain, mais j'ai oublié, mais vraiment, je pars dans tous les sens. Ben, je disais justement que c'était une bonne localisation d'achat. Alors là, tout le monde a pensé que c'était le bottom. Et c'était un peu le même principe là. On vient chasser tout le monde et on vient créer un sentiment de déprime. Je disais, voilà, quand tu le divises par la masse monétaire, est-ce qui a donné des trucs super pertinents sur les autres marchés? Je pense que c'est dur de donner un prix. Comment tu veux donner un prix? En gros, Mais est-ce que tu là, peux on a target touché. bas, target haute, voilà, retest Ouais, des anciens sommets? ouais. Moi, je dirais que ce serait pas. Enfin, quand on a une grosse baisse comme ça, donc faut aussi. C'est plein de trucs qui me viennent en tête, mais le marché se déplace toujours, ou souvent, pardon, pas toujours, mais souvent, en deux jambes. Tu vois, en deux mouvements. Des fois, c'est trois. Des fois, ça peut être qu'un seul mouvement en V, mais c'est vrai que ça marche toujours par deux. Tu vois, si on reporte le mouvement ici et ici, il est à peu près pareil. Si on reporte le mouvement ici et ici, il est à peu près pareil. Donc, ça serait fou qu'on refasse encore une jambe baissière. Surtout que là, après, il y a beaucoup de gens qui font des théories avec des trucs qui se sont passés sur le BTC. De façon à, par exemple, là, même en 2014, on est venu toucher la moyenne mobile de 100 et on n'est pas resté longtemps dessous. Ici, pareil, on est venu mécher, même on a clôturé sur la moyenne mobile et on est vite reparti. Ici, pareil, Covid, on est venu clôturer en dessous, donc là ça a donné plein de signaux à plein de bots sûrement de vendre parce que quand tu clôtures en dessous, normalement c'est un gros signal, c'est pas pareil que de mécher uniquement, et on est vite reparti. Et ici, voilà, on est arrivé, on est passé dessous, et là on vient de taper dessus. Donc là potentiellement, tu vois, ça devient une résistance quand on passe dessous, hein. Et donc Ouais. on voit bien que là en weekly on vient de taper et on a clôturé juste en dessous. Alors c'est compliqué avec le BTC parce qu'il est tellement manipulé que justement je te dis ça peut être un signal pour tout le monde de vendre, mais en fait c'est au moment où les gros accumulent quoi.
Donc voilà, là on repart en mode bougie baissière. Voilà, on voit pas, mais quand tu enlèves l'indicateur, bon ici tu peux enlever aussi comme ça. Couleur des chandeliers. On repart là, on a clôturé, on a fait la mèche. On réintègre, enfin si on réintègre le range qu'on a ici là, on voit mieux en daily. Ben, ça peut être soit un retest des plus hauts, et ça c'est super sain, et c'est ce que j'avais envisagé comme scénario. Bullish, parce qu'il y a plein de signaux qui nous montrent bullish ailleurs, au moins pour un rebond, hein, je parle pas de bullish pour toujours, mais ça pourrait potentiellement revenir toucher la moyenne mobile de 100 qui, au fur et à mesure, ça baisse comme ça. Soit un retest des précédents plus bas ici qui font résistance. Mais il faut savoir aussi que le BTC il aime bien s'arrêter avant les points obvious comme ça là, sachant qu'on a une mèche ici là. Donc je sais pas, j'aime pas trop donner de target de prix, mais là tu vois on revient toucher les lignes de coup ici. C'est pas trop mal si on arrive à construire un truc qui fait ça. Bon ça va peut-être pas durer 100 ans, mais ouais si on arrive à trouver un truc comme ça et qu'on revient sur le nuage et qu'on repart, mais ça m'étonnerait qu'on reparte de là-bas, hein. Et je pense qu'il y aura encore une vague baissière comme ça, ou enfin tu vois, ça sera, ça sera pas boule de suite, hein. On a vu le temps que ça prend pour que le BTC Ouais. revienne bullish. Voilà, faudra, même si tu rates cette vague et que ça vient taper là, je pense que tu auras d'autres opportunités enfin, à choper vers ici, ou ça m'étonnerait que ça parte comme ça, quoi. Donc Donc, potentiellement, si, bon, par exemple, moi, j'ai plus énormément de liquidité en stablecoin. ouais, Donc, moi, je suis pas du tout pressé pour re-rentrer sur le marché, sauf si vraiment il y a des gros dips très bas. ouais, Et encore, voilà, stablecoin, j'ai vraiment pas grand-chose. Mais pour quelqu'un, par exemple, qui n'a pas de crypto, ouais, bah, pour autant, ça peut être intéressant d'accumuler. Donc, ça dépend vraiment du money management, ça dépend de votre horizon de temps. Si vous rentrez aujourd'hui sur le marché crypto, que vous n'avez rien du tout, ça peut être intéressant. ouais. Autant, le prix peut aller plus bas aussi, donc il faut être prêt psychologiquement à se dire est-ce que je suis prêt à encaisser un -10, -20, -30% encore sur mon capital ou pas. Donc ça dépend vraiment de chacun, quoi. Ouais, ouais, carrément. On a vu que là, Ethereum, il a pumpé plus que le BTC. Et là, c'est pour ça que je trouve que le RSI il est un peu indispensable. Et que c'est pour ça aussi que je m'en fous du prix. C'est juste l'amplitude du mouvement qui m'intéresse, tu vois. Je vois que là, potentiellement, on avait trouvé le bottom. Plus on a des signaux deep ici. On vient jouer ce mouvement, tu vois. On va pas avoir trop loin. Et on voit que quand ça vient taper ici, la bande haute de Bollinger, c'est potentiellement une bonne indication de vendre. J'ai rajouté aussi un autre indicateur à l'intérieur qui montre les points chauds, quoi, qui peuvent être des points bloquants. En plus de là, en plus de ça, on avait la moyenne mobile de 100 qui bloquait ici. Donc voilà, faut pas. Je sais que c'est tentant de devenir boule dès que ça remonte un peu. Là, potentiellement, ouais, peut-être qu'on a trouvé le bottom, mais ils sont trop forts pour faire douter. Donc, c'est possible qu'on revienne tester les plus bas pour accumuler encore, parce qu'ici, on a vu que il n'y avait pas eu de chasse de liquidité ici. Donc, il y a encore des stops à faire sauter. Enfin, c'est difficile. Et là, on voit que ça latéralise. Le momentum, il ressort de ça. Quand ça sort de la bande de Bollinger haute, c'est que vraiment le momentum il est fort. Et quand on réintègre les bandes de Bollinger, pas forcément bon signe, mais ça peut rebomber sur le milieu ou sur la moyenne mobile 20 des bandes de Bollinger ici. Donc ça peut encore aller bas, tu vois, genre c'est une amplitude ici ce qu'on a. Et ce que je voulais vous dire aussi